être avec nous. Ah, d'accord. Oui, oui. Le plaisir Vous est mien. venez de parler du cadre juridique international de développement de la coopération dans les bassins transfrontaliers, n'est-ce pas? Exactement, tout à fait. Voilà, donc je rappelle que vous êtes chargé des affaires juridiques au secrétariat de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau. Merci, vous pouvez démarrer votre présentation. OK, parfait. OK. Tout d'abord, merci pour l'invitation qui a été adressée à mon institution, donc le secrétariat de la Convention pour la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières des lacs internationaux, qui est abrité par la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, et pour intervenir sur ce sujet. Donc, merci aux organisateurs. Comme disait le modérateur ou le président, parce que n'ayant pas été présent dès le début. Voilà, donc je m'appelle Komlan Sambana et donc je suis en charge effectivement des affaires juridiques au niveau du secrétariat et point focal au niveau Afrique, notamment Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale pour les activités du secrétariat de la Convention. Comme si vous pouviez parler un peu plus fort, on vous entend très mal là. D'accord. En fait, c'est réciproque aussi. Je vous entends très mal. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de... Là, vous m'entendez mieux? Parce que je vous attends aussi très mal. Alors, je ne sais pas si c'est un problème lié à l'audio ou est-ce que là, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. OK. Oui, prochaine slide. Oui, donc sur le sujet qui m'a été demandé de présenter, donc sur le cadre de gouvernance, effectivement lié à la gestion et la protection des eaux transfrontières, je vais m'attarder sur le cadre juridique qui est le cœur de métier de notre institution et je commencerai avec cette citation de Madame Amina Hadi Mohamed, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et aussi présidente du groupe des Nations Unies pour le développement durable. Et qui disait, je cite, le monde n'atteindra pas les objectifs de développement durable sans progrès urgent en matière d'accès aux services d'eau, d'assainissement et d'hygiène. Je vois trois priorités d'action. Premièrement, nous devons promouvoir la sécurité pour tous. Cela inclut la coopération transfrontière en matière d'eau, qui peut aider à construire la paix et prévenir les conflits. Et pour y parvenir, j'encourage tous les gouvernements à adhérer aux deux conventions mondiales des Nations Unies sur l'eau et à les mettre en œuvre et à les respecter. Alors, slide suivante. Par cette citation, Madame Mohamed pose effectivement une problématique très prégnante, celle effectivement liée à la gestion et à la protection de ces eaux partagées, donc des eaux en fait qui sont que plusieurs États en partagent. Aujourd'hui, au niveau mondial, nous avons 153 pays qui se partagent donc un certain nombre de cours d'eau, 275 environ d'eau, en tout cas en ce qui concerne les eaux de surface. Et en ce qui concerne les eaux souterraines, nous avons bien plus, nous sommes à des chiffres environ 600 à 700 aquifères partagés par plusieurs États. Donc 153 pays qui se partagent, donc une forte interdépendance entre ces pays. Et il faut considérer qu'aujourd'hui, 40% de la population mondiale donc, réside dans ces bassins transfrontaliers qui, à eux seuls, donc en tout cas, c'est les cours d'eau transfrontières, c'est plus de 60% des sources d'eau douce dans le monde. Donc la question d'eau est d'une acuité véritable. Je ne m'attarderai pas sur cette importance. Prochaine slide, s'il vous plaît. Slide suivante. Peut-être revenir, non, un slide en arrière, voilà. Peut-être revenir sur les résultats du deuxième suivi de l'ODD, donc des objectifs de développement durable, notamment de son indicateur 652. Comme vous le savez, l'Assemblée générale en 2017, effectivement, a établi ces indicateurs qui permettent aujourd'hui de faire un suivi de ces objectifs de développement durable. Et donc, le 652 adresse de manière spécifique la coopération transfrontière, donc la coopération sur les eaux partagées. Et lorsqu'on applique en fait le suivi de cet indicateur au niveau Afrique, aujourd'hui, nous avons environ 48 pays, donc au niveau africain, donc sub-Sahara, donc
pas le Maghreb, 48 pays qui se partagent en fait plusieurs ressources en eau. On en compte une soixantaine. Et donc aujourd'hui, sur les 43 qui ont rapporté lors du dernier exercice qui a eu lieu en 2020, nous retrouvons aujourd'hui juste avec 2 pays seulement qui disposent d'arrangements opérationnels. Donc, par arrangement opérationnel, on parle effectivement d'arrangement en termes de mécanismes institutionnels pour gérer ces ressources, donc des mécanismes formels. Nous avons juste aujourd'hui 2 pays qui disposent d'arrangements opérationnels couvrant la totalité des eaux transfrontières. Donc, que ce soit les eaux souterraines et les eau de surface, notamment la Namibie et le Botswana. Et donc, il y a un besoin effectivement d'accélérer les efforts au niveau de l'atteinte de ces objectifs d'ici 2030, si les objectifs qui ont été assignés, en tout cas dans le cadre de cet indicateur, doivent être atteints. Donc, il y a besoin d'accélérer les efforts et d'accompagner les différents États à cet effet. Slide suivante. Et là, on en vient effectivement au cadre de réglementation internationale, parce que finalement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous avons au niveau du système des Nations Unies en termes de cadre légal pour accompagner les États à cet effet. Et donc peut-être revenir effectivement sur ce qu'on appelle le cadre légal, tel qu'on le perçoit au niveau international, et là je reviendrai au droit international de l'eau, qui est aujourd'hui effectivement l'ensemble des règles et des principes donc, qui concernent la gestion et la protection de ces ressources et qui ont pour but principal effectivement d'assurer donc une forme de prévisibilité, d'assurer, de permettre aux États d'avoir un cadre dans lequel ils puissent échanger et avoir un dialogue en toute sérénité dans un élan de confiance. Et donc c'est un instrument de diplomatie préventive et qui, slide suivante. C'est un cadre, et quand on parle de cadre ou de réglementation internationale des cours d'eau transfrontières, il faut réellement avoir un esprit que c'est d'abord un cadre multiniveau, où nous avons effectivement au niveau global, et notamment au niveau du système des Nations Unies, ces conventions qui ont été adoptées au sein du système des Nations Unies, notamment la convention de 92, sur laquelle je reviendrai en détail, mais aussi la convention de New York de 97, qui est aussi une convention qui adresse la question de la gestion et la protection des ressources en eau, mais on peut aussi l'élargir à toutes les conventions environnementales de nature globale, telles que par exemple la convention de Ramsar sur les zones humides ou encore la convention sur la biodiversité. Donc au niveau global, nous avons ces cadres qui énoncent un certain nombre de règles et de principes que les États doivent ensuite prendre en compte et spécifier au niveau régional. Et à ce niveau, nous pouvons citer au niveau régional, par exemple, la directive ou le projet de directive actuellement en cours de développement au niveau de la CEDEAO, ou encore la convention de la CAC, par exemple, sur les ressources en eau partagées, une convention qui a été adoptée par les chefs d'État en 2020 et que nous avons eu le privilège d'accompagner la négociation à l'adoption. On peut aussi citer le protocole révisé de la SADC, donc en Afrique australe, donc qui sont aussi des cadres au niveau régional qui reprennent en fait les différents principes obligations énoncés au niveau universel pour les spécifier au niveau des différentes régions. Et on peut descendre en fait à un cran plus bas au niveau des bassins transfrontières, et là on se retrouve avec un ensemble de chartes qui spécifient cette fois-ci non plus seulement au niveau simplement régional, mais la région c'est au niveau du bassin géographique, donc l'unité géographique considérée autour du cours d'eau dans sa dimension hydrographique. Et là, à ce niveau, on peut citer donc par exemple la charte du bassin du Sénégal, qui est l'une des premières chartes de 2002, ou encore la charte de l'eau du bassin du Niger de 2008, la charte de l'eau du bassin du lac Tchad de 2012. Et donc tous ces cadres aujourd'hui permettent effectivement d'avoir un cadre de régulation qui donne une certaine architecture à la gestion et à la protection de ces ressources en termes de principes et règles auxquels les États peuvent se référer pour une gestion durable de la ressource. Et on peut descendre encore plus bas sous bassin, etc. Mais là, je reviendrai sur les conventions globales qui sont aujourd'hui le cœur de ma présentation, parce que ces conventions globales, la particularité, comme je le disais au début, ce sont des conventions qui ont été énoncées dans des cadres au sein du système des Nations Unies. Et donc, la première convention
Et malgré le fait qu'elle a été adoptée en 97, reste la plus ancienne en termes de négociation parce que la négociation de cette convention, donc sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, donc 40 ans de 70 jusqu'à son adoption, donc jusqu'à son entrée en vigueur en 2014. Et donc, une convention qui a pris du temps en termes de négociation multilatérale et donc qui a abouti à cette convention qui est aujourd'hui reconnue comme étant une convention cadre codifiant les principes de gestion et de protection de la ressource au niveau universel. Mais à côté de cela, effectivement, aussi une convention de 92 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières des lacs internationaux qui a été élaborée dans le cadre d'une des commissions, effectivement, des Nations Unies, donc la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, et qui aujourd'hui est la seule, en fait, convention qui dispose d'un mécanisme de suivi, de mécanisme institutionnel. Parce que la convention de 97, et ça, c'est la grande différence entre ces deux conventions, la convention de 97 n'a aucun mécanisme de suivi. Les États en ont voulu ainsi, que ce soit juste un cadre qui énonce des principes et les États s'y réfèrent. Et la 92, effectivement, dispose d'un mécanisme pour assurer son suivi, donc avec des activités concrètes, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est le seul cadre intergouvernemental au sein du système des Nations Unies dédié à la coopération transfrontière dont nous disposons. Et donc, cette convention adoptée en 92, mais dont l'ouverture mondiale date de 2016, et je reviendrai effectivement parce que c'est l'une des grandes avancées à ce jour dans le domaine. Slide suivante. Peut-être très rapidement, pourquoi nous avons besoin de ces cadres juridiques universels? Tout premièrement, il faut, avec des exemples assez concrets, quand vous prenez la région, par exemple, Afrique de l'Ouest, la région CEDEAO ou la région avec la région SEAC, vous vous retrouvez très rapidement avec des cours d'eau qui ne sont pas partagés ou qui ne sont pas au sein de ces commissions économiques régionales et donc qui les traversent. L'exemple typique, ce sera par exemple le bassin du Niger. Vous avez aussi le bassin du lac Tchad qui n'appartiennent pas uniquement à la région CEDEAO, pas uniquement à la région CEAC. Et donc, quelque part, il est très important d'avoir un cadre au niveau universel qui permette d'avoir des règles qui harmonisent ce qui sera appliqué ou en tout cas à ces unités géographiques. Et c'est là où ces conventions universelles sont assez pertinentes parce qu'elles viennent comme cadre d'harmonisation, comme je le montrais tantôt, au niveau régional, mais aussi au niveau des sous-bassins. Nous avons aussi au niveau global, notamment aujourd'hui, plusieurs bassins qui ne disposent pas de mécanismes institutionnels et juridiques. Donc, il n'y a aucun cadre en place. Donc, le rapportage de l'ODD 652 nous le dit à suffisance, donc a besoin de renforcer. Et donc, ces cadres peuvent aussi inciter à cela. Donc, c'est ces deux éléments sur lesquels j'aimerais insister. Et peut-être un élément très important, et ça, c'est la dimension intergouvernementale, notamment au sein de la Convention de 92, qui a un cadre intergouvernemental d'échange. C'est le fait que cela permet aux États de se retrouver pour développer des langages, en tout cas un langage commun et une compréhension mutuelle de ces enjeux pour trouver des solutions profitables à tous. Slide suivante, s'il vous plaît. Vous avez encore 3 minutes. Pardon? Parce qu'on doit ouvrir le débat, quoi. Il y aura deux questions à Bon, trois. on m'avait dit, j'avais 10-15 minutes si j'ai compris. C'est ça. Bon, 5 minutes. Ok, Vous d'accord, avez parfait. 5 minutes. Ok, parfait. Alors, donc peut-être passer sur cette slide voilà, et nous intéresser, voilà, aujourd'hui au niveau africain, lorsqu'on parle des développements, en tout cas au niveau de la Convention sur l'eau, c'est le fait qu'aujourd'hui nous avons un certain nombre de pays qui adhèrent à cette convention. Donc depuis son ouverture mondiale en 2016, nous avons 5 pays qui ont adhéré hors de la région pan-européenne, donc notamment le Tchad qui fut le premier en 2018, suivi par le Sénégal, et ensuite par le Ghana, la Guinée-Bissau et le Togo plus récemment. Et nous avons aujourd'hui plus d'une dizaine de pays qui sont dans le processus d'adhésion à des niveaux très avancés. Nous avons le Cameroun, par exemple, qui vient de finaliser son processus d'adhésion, qui sera la prochaine partie. Nous venons de finir un atelier au Nigeria qui va lancer son processus d'adhésion. Et donc, un certain nombre aujourd'hui, on sent une émulation au niveau de plusieurs pays africains, comme peut le montrer cette carte ici. Slide suivante.
Et donc, peut-être donner un chemin aujourd'hui lorsqu'on parle de ces conventions globales au niveau universel. Peut-être savoir qu'aujourd'hui, pour la Convention sur l'eau, c'est 46 pays. Pour la Convention sur les 97, il y en a 37. Les parties aux deux conventions, c'est 18 pays, donc qui montrent la possibilité d'adhérer en fait à ces deux conventions. Mais effectivement aussi, il y a un certain nombre de pays qui sont engagés, qui ont fait le choix soit d'adhérer à l'un ou à l'autre. Donc, on le montre aussi cette slide. Slide suivante. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail des principes et des obligations au titre de ces deux conventions. Peut-être juste garder à l'esprit que quand on parle de convention, on parle d'obligations et ce sont ces obligations qui sont effectivement les plus importantes à considérer par les pays. Lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre, ce sont des obligations de nature coutumière. Beaucoup sont effectivement de due diligence, donc des obligations de moyens. Donc, en fonction de la capacité des pays à leur mettre en œuvre à un instant T, c'est ce qui est considéré en tout cas dans le suivi de la mise en œuvre de ces principes. Et donc, il y a un ensemble de principes généraux sur lesquels on pourrait revenir peut-être pendant les questions si vous le souhaitez. Merci. Slide suivante. Voilà, slide suivante aussi. Alors, très rapidement, sur le mécanisme institutionnel de la Convention sur l'eau, je vous le disais, aujourd'hui, au sein du système des Nations Unies, c'est le seul cadre intergouvernemental que nous avons dédié à la coopération transfrontière. Donc, ils discutent que de cela. Et donc, ici, vous avez un peu l'organigramme avec la réunion des parties qui est l'instance suprême et la plus importante. Et ensuite, un certain nombre de groupes de travail qui sont aussi composés des représentants d'États. Et bien sûr, le secrétariat de la Convention qui est abrité par la CONU. Slide suivante. Ça, c'est le programme de travail adopté pour 2022-2024. Donc, c'est un programme de travail tous les 3 ans qui est adopté par la réunion des parties et donc qui se décline en plusieurs activités au niveau global, régional, mais aussi au niveau national. Slide suivante. Et donc, voici un peu aussi un certain nombre d'activités. Je pourrais revenir sur des exemples si vous le souhaitez. Donc, activités entre 2015 et 2022 au niveau global de tout ce qui a été mené en termes d'action au niveau des différentes régions, aussi au niveau des pays à cet effet. Slide suivante. Et quand on parle de la Convention, par exemple, sur l'eau, il ne faut pas juste garder le test normatif principal, c'est aussi très important d'avoir à l'esprit aussi tous les outils et d'orientation aussi de mise en œuvre de cette convention pour toucher des domaines très spécifiques, que ce soit de la question des inondations ou la question de l'allocation de la ressource. Donc, une variété effectivement de thématiques qui sont abordées. Donc, les pays développent ces outils ensuite pour soutenir les efforts dans la gestion et la protection de la ressource. Slide suivante. Peut-être vous laisser aussi ces questions fréquemment posées. Donc, c'est une publication qui répond. Donc, si vous le souhaitez, il y a ces 50 questions qui ont été posées lors de ces processus d'adhésion depuis 2016. Donc, on a compilé et qui fournissent pour tous ceux qui aimeraient savoir un peu plus sur cette convention sur l'eau et ces différents aspects. Donc, c'est une publication qui est fortement recommandée à cet effet. Slide suivante. Et donc, finir avec peut-être ces propos conclusifs en insistant sur le fait que lorsqu'on parle de coopération transfrontière, c'est d'abord très clé pour atteindre les objectifs de développement durable, notamment en matière de sécurité de l'eau, de paix et de prévention des conflits. Donc, nous encourageons fortement à cet effet donc, la poursuite des adhésions des États aux deux conventions et leur mise en œuvre et la mise en œuvre des chartes. Les cadres juridiques, comme je le disais, ont vraiment pour ambition d'assurer donc une cohérence d'intervention donc à l'échelle universelle, mais aussi régionale et des bassins. Et elles complètent donc les cadres régionaux. Mais toujours en gardant à l'esprit que finalement la sécurité juridique comporte en fait l'adoption de ces instruments est quand même tributaire de tous les mécanismes d'opérationnalisation qui se trouvent au niveau local. Donc, ce n'est pas seulement au niveau global
le secrétariat qui va intervenir directement sur le terrain. Nous travaillons beaucoup avec les partenaires sur le terrain, que ce soit les commissions économiques régionales ou les organismes de bassin, qui sont véritablement les agences de mise en œuvre à l'échelon local, ainsi que l'implication de tous les acteurs locaux, y compris bien sûr les journalistes. Oui, s'il vous plaît. Slide suivante. Ah, je pense que bon, ce n'est pas grave, sur sa dernière slide, donc j'avais envoyé une dernière version et dans cette version, j'avais mis un ensemble de prochaines opportunités liées effectivement à la convention en termes d'activité au niveau global, ainsi qu'au niveau, au niveau national, donc un certain nombre de pays dans lesquels nous avons des ateliers dans les mois qui arrivent, au Burkina, au Niger, en Zambie, une activité régionale avec la CEDEAO, qui sera dans les dates aussi d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Et au niveau global, effectivement, nous avons cet atelier sur les changements climatiques et l'agriculture qui aura lieu en octobre de cette année. Donc, les informations peuvent être partagées avec vous. Les liens, tous les liens vers les différents événements, vous pouvez le trouver à cette adresse. Et bien sûr, je reste disponible aussi s'il y a besoin. Vous pouvez tout à fait me contacter à cet effet. Donc, sur ce, je m'arrêterai ici. Je vous remercie, monsieur le modérateur, le président. Merci. Merci beaucoup, Kamran. Je rappelle que vous êtes dans le droit international de l'eau depuis maintenant près de 14 ans. On va ouvrir le débat. On va prendre 2 questions parce qu'on doit libérer la salle avant 17 h. Donc, il faut qu'on y aille très rapidement. On prend 2 questions. Il y a aussi une autre présentation avant la présentation des sujets. Donc, on prend 2 questions ou contributions. S'il y en a. Oui. Traoré. Bonsoir, monsieur. Merci pour la qualité de la présentation. Moi, c'est Amirou Traoré, je suis journaliste venant du Burkina Faso. Alors, j'ai 2 petites questions à vous adresser. La première concerne le cadre juridique, les conventions dont vous avez parlé. Est-ce que ce sont des conventions, en fait, je veux parler des champs d'application. Est-ce qu'elles prennent en compte en fait, les 2 types de ressources partagées? Je veux dire les ressources souterraines, les aquifères, ou c'est seulement les eaux de surface? Et puis, que pouvez-vous nous dire, la deuxième question, sur la dynamique de la construction d'un cadre juridique africain, voilà, pour les ressources en eau partagée, parce qu'on a eu la chance d'avoir un ténor, quelqu'un qui connaît bien les secteurs, Dr Barry, qui nous a beaucoup parlé. Je crois que c'est 63 bassins que dispose l'Afrique. Est-ce que l'Afrique est incapable de construire une législation pour organiser l'utilisation de ces ressources et puis en même temps mettre en place une politique à l'échelle continentale? Merci, Amadou. Il y a une autre question. Bonjour, monsieur Saguena. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, c'est Mohamed Diop. Je suis donc, président d'Africa 21 ici au Sénégal. Alors, ma question, c'est surtout sur le processus un peu d'intégration des autres. Je voulais savoir surtout à votre niveau, en tant qu'acteur aussi, comment les acteurs locaux, notamment la CEDEAO, l'OMVS, qui à mon sens aussi sont des acteurs très importants sur le terrain, comment aussi ils sont pris en compte dans le processus d'élaboration, par exemple, de vos conventions. Merci. Merci, je pense que vous pouvez répondre à ces 2 questions-là. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces questions très, très pertinentes. Alors, sur la première question, quel est par rapport au champ d'application? Donc, effectivement, ici, j'ai parlé de ces 2 conventions. Donc, la convention, premièrement, de 97 et puis ensuite la convention de 92, mais ouverture mondiale en 2016. La convention de 97 ne prend spécifiquement qu'un certain type de cours d'eau. Donc,
notamment les cours d'eau, dans la définition qui est donnée, donc on dit cours d'eau international. Donc par cours d'eau international, ce sont les eaux de surface qui sont reliées aux eaux souterraines. Et donc ils vont ensemble dans une unité. Donc à ce niveau, il s'agit donc que des eaux de surface et les eaux souterraines, mais qui sont reliées aux eaux de surface. Donc tout ce qui va dans l'ordre des aquifères, donc les eaux non confinées, souterraines non confinées, donc ne sont pas pris en compte par la Convention de 97. Par contre, la Convention de 92, et ça aussi c'est l'une des grandes différences et qui fait aussi qu'il y a un intérêt marqué de plusieurs États aujourd'hui, c'est le fait qu'elle prend tous les types d'eau, catégories d'eau, que ce soit les eaux de surface, que les eaux souterraines, que ce soit les eaux souterraines reliées aux eaux de surface ou les eaux non confinées, donc les aquifères. Donc, elle prend en fait toutes ces ressources en eau dans leur entièreté, dans un esprit effectivement de cycle hydrologique et aussi dans la perspective, dans une approche bassin. Et donc, c'est vraiment la grande, en termes de champ d'application, donc on a ici en fait une différence entre les deux conventions, mais aussi en gardant à l'esprit que c'est en cela aussi que ces deux conventions, bien qu'elles soient une est de 92, l'autre est de 97, c'est à cela aussi qu'elles se complètent en termes de mise en œuvre. Donc, une adhésion par les États qui, on peut le voir dans plusieurs pays qui ont adhéré. Je pourrais citer par exemple l'exemple du Sénégal. Le fait que la Convention de 92 prend en compte les eaux souterraines a été un élément déterminant du Sénégal dans sa décision à adhérer à la Convention en 2018. Alors, sur la dynamique d'un cadre juridique, construire une législation au niveau continental. Tout à fait. Je pense que c'est une question très pertinente et qui doit être mûrie. Et permettez-moi ici de saluer le doyen Barry. Et donc, malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité de suivre son intervention, mais que je sais d'une excellente facture. Et à ce niveau, aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont menées au niveau africain, mais certainement pas à l'échelle continentale. Nous avons des dynamiques, effectivement, au niveau de toutes les régions. Donc, j'ai cité tout à l'heure un certain nombre d'exemples où nous voyons au niveau, par exemple, de la CEAC, nous avons cette convention régionale. Nous avons aussi au niveau de la CEDEAO un projet de directive qui est en cours, qui doit être finalisé bientôt. Au niveau de la SADC, ce protocole qui est aujourd'hui l'un des protocoles les plus opérationnels, donc qui a permis effectivement la mise en place de plusieurs organismes de bassin opérationnels au niveau de la région SADC et même au niveau de la région IGAD, un peu donc l'Afrique de l'Est. Nous avons aussi à ce niveau une réflexion en termes de négociation d'accord. Donc, nous avons des dynamiques au niveau, je dirais, sous-régional au sein de ces commissions économiques régionales, dans l'esprit finalement aussi d'adresser des problématiques qui, quelque part, certes, nous retrouvons avec des ressources en eau, avec des enjeux, quand on parle des enjeux qui sont liés à la ressource au niveau continental, nous avons des éléments communs en termes d'enjeux, donc à pouvoir adresser, donc quelque part à travers une régulation à l'échelle continentale, mais qui reste quand même spécifique aux différentes aussi régions ou en termes de points que les différents acteurs au niveau des régions veulent adresser. Il y a peut-être aussi une question qui se pose, et là, toute une réflexion risque d'être menée, c'est quelle est l'entité qui serait la mieux placée pour mener une telle réflexion. Je pense que c'est quelque chose sur laquelle on doit se nourrir et se dire, bon, est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un cadre de régulation au niveau continental, est-ce qu'il s'agit d'avoir un cadre contraignant? Comment elle va se superposer avec ce qui est déjà existant? Ou effectivement, il s'agit de quelque chose qu'on pourrait appeler un acte de soft law, donc un développement de politique. Elle a peut-être rappelé que l'AMCAO, donc le Conseil africain des milices de l'eau, a donc une stratégie qui concerne effectivement les ressources en eau qui est assez pertinente à ce niveau à considérer. Et c'est peut-être là, en tout cas, que vient tout l'intérêt effectivement aussi de ces conventions qui sont globales, mais qui ne s'adressent pas qu'au continent africain. Et quelque part, aujourd'hui, il s'agit pour le continent africain aussi de domestiquer un peu ces conventions universelles et l'appliquer à ses propres réalités. Et tout ça, c'est un processus avec lequel nous continuerons à travailler avec les États et avec les acteurs au niveau régional et local. Et là, ça me permet d'embrayer sur la troisième question. Le processus d'intégration de ces acteurs qui sont pour nous clés. Et dans ma conclusion, un élément
ou en tout cas dans le troisième paragraphe, en tout cas de ma conclusion, la troisième, j'ai insisté sur le fait que lorsqu'on parle des organismes de bassin, et notamment ces organismes de bassin, ce sont les véritables agences de mise en œuvre de ces conventions, que ce soit les conventions globales, que ce soit les conventions au niveau régional, que ce soit effectivement les conventions qu'elles-mêmes adoptent en leur sein et qui finalement aussi sont l'émanation de tout ce qui existe au niveau global et régional. Et nous travaillons de manière très étroite, et ici je pourrais le dire sans sourcil, nous travaillons de manière très étroite avec, par exemple, l'OMVS, avec l'OMVG. Il faut dire que les efforts, ou tout au moins les progrès qui ont été réalisés, que ce soit avec le Sénégal ou que ce soit avec, par exemple, la Guinée-Bissau, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, a été un des acteurs catalytiques pour l'adhésion de ce pays à la Convention sur l'eau. Et donc, nous travaillons de manière très étroite avec ces acteurs, que ce soit au niveau de la promotion de la Convention dans les différents bassins, et en tout cas les pays, les États membres de ces organismes de bassin, mais aussi en termes de mise en œuvre de la Convention, parce qu'au final, comme on le dit, lorsqu'il en viendra à l'application concrète de ces principes sur le terrain, ce ne sera pas le secrétariat qui le fera, ce sont ces acteurs qui le reprennent et qui, donc, avec qui nous développerons des projets à se faire. Et c'est la même chose avec la CEDEAO. Avec la CEDEAO, nous avons, là, bon, la CEDEAO, il faut dire que le développement, et ça c'est important de le souligner, aujourd'hui, ce que nous avons en termes d'émulation au niveau Afrique de l'Ouest, nous devons cette émulation à la CEDEAO. C'est lors d'une première réunion que nous avons eue avec la CEDEAO sur la directive régionale sur les ressources en eau en 2017, en avril 2017, et c'était à Dakar, que aujourd'hui, plusieurs pays ont pour la première fois pris connaissance en fait de l'existence de cette convention et ont porté un intérêt. Et depuis lors, nous continuons à travailler avec la CEDEAO, que ce soit pour le projet de directive à finaliser. Et c'est la même démarche que nous avons avec les différentes commissions économiques régionales ou par exemple la CEAC que nous avons accompagnée pour la mise en place en fait de leur convention au niveau régional. Donc, ce sont des acteurs pour nous qui sont clés et qui sont essentiels, effectivement, en tout cas une mise en œuvre efficiente de nos conventions dans la région Afrique. Merci beaucoup, Komlan, pour votre présentation très claire. Je pense que bon, on s'en arrête là pour votre présentation. En tout cas, nous vous remercions. À la prochaine. Merci en tout cas pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonjour, Dr. Ada. Ah, super. Dr. Ada? Oui, je vous entends. Bonjour, nous vous recevons très bien. Ah, très bien, super. Donc, malheureusement, j'avais des réunions en ligne ce matin qui sont terminées tard, donc je n'ai pas pu vous rejoindre en personne. Donc, c'est un plaisir pour moi de revenir à la dernière session. Donc, la dernière fois, nous avions parlé des changements au niveau du cycle de l'eau, parler des causes un peu physiques. Donc, aujourd'hui, on va donner quelques messages relatifs à l'adaptation, au changement climatique lié au secteur de l'eau et au changement climatique de manière générale, en perspective de la COP 27 qui se tiendra en Afrique. Donc, si on peut mettre le PowerPoint que j'avais. Quel jour? Peut-être pour gagner du temps, en attendant, on va mettre le PowerPoint. C'est bon? Ouais, on arrive lundi. Hein? Là. 23e, hein? Ouais. Oui, s'il vous plaît. OK. Ça met du temps, mais ça arrive. En attendant, en fait, la dernière fois, nous avions vu que l'eau en fait, nous savons tous que l'eau est vitale pour la vie. Et nous avions vu que l'eau douce, en fait, ne constitue qu'environ 2% des ressources en eau mondiale et qu'environ 4% de l'eau douce, seulement environ 4% de l'eau douce est disponible
et accessible pour le fonctionnement des écosystèmes, également les besoins des sociétés humaines, avec des fortes aussi disparités hein, au niveau des régions. Donc là, je vais plus parler des éléments qui sont tirés du groupe adaptation et impact, adaptation et vulnérabilité. Il y a un chapitre spécifique dédié à l'eau. Suivant. Donc là, je pense que j'avais montré, je ne vais pas m'attarder sur cela. C'était juste pour expliquer que... Ah. Non. Précédent, oui, qu'à côté des impacts futurs et des impacts et des risques futurs du changement climatique sur les ressources en eau, il y a aussi ceux directement liés aux usages de l'eau hein, dans les systèmes humains, donc des effets directs de l'action de l'homme. Et ces pressions sont souvent liées à des enjeux majeurs comme l'agriculture et l'énergie. Suivant. Donc, nous avons vu qu'en fait, premier message, que le changement climatique a affecté toutes les composantes du cycle de l'eau, ça veut dire le mouvement de l'eau dans les différentes composantes du système climatique. Et ici, on montre en fait que tous les secteurs d'utilisation de l'eau dans toutes les régions ont des impacts et la plupart de ces impacts sont négatifs. Vous avez le PowerPoint, je ne vais pas m'attarder. Vous voyez ici. Désolé. D'accord. Vous allez voir que la plupart de ces impacts sont négatifs et un zoom sur l'Afrique. Suivant. Également, ici, c'est pour dire que l'eau, en fait, l'eau est vitale. Nous savons que l'eau est vitale et compte tenu de l'importance et de la comment on appelle ça, transversalité de l'eau pour toutes les activités humaines. Donc, on voit que l'eau est au cœur de l'adaptation. En fait, il a été montré que 60% des mesures d'adaptation se font en réponse aux risques liés à l'eau. Donc, il y a des risques, il y a l'adaptation pour les risques de l'eau comme danger, par exemple des fortes pluies, manque d'eau, mais également l'eau comme réponse pour, par exemple, l'agriculture. Donc, ici, on voit qu'en fait, la plupart des mesures de protection sont liées aux événements de sécheresse et aux événements extrêmes. Ensuite, également, l'adaptation liée à l'eau se produit dans tous les secteurs, en particulier le secteur de l'agriculture, hein, qui est le secteur qui consomme le plus d'eau. Vous pouvez voir les détails ici. L'agriculture, c'est la première partie. Donc, plus c'est foncé, c'est qu'il y a une grande confiance et plus le cercle est gros, ça veut dire qu'il y a une évidence qui montre qu'il y a plus d'adaptation liée à l'eau. Ensuite. Donc, il y a eu aussi également des cas documentaires d'adaptation liés à l'eau. On montre que voilà, ça se produit dans toutes les régions, que le plus particulièrement en Afrique et en Asie, où la dépendance à l'égard des moyens de subsistance exposés à un climat comme l'agriculture est élevée. On voit aussi les points. On voit qu'il y a beaucoup de mesures quand même en Afrique, notamment liées à l'agriculture. Donc, la plupart de ces mesures dans les pays du Sud se font dans l'agriculture, que ce soit en Asie, en Amérique latine ou en Afrique. Mais également, on voit que la plupart des mesures d'adaptation relatives à l'eau dans les pays du Nord se font dans le secteur urbain pour protéger notamment les infrastructures. Donc, vous pouvez avoir le détail suivant. Là, c'est pour montrer également que la plupart des adaptations se font de manière autonome et par les individus et les mélanges. Bon, il y a également, vous voyez ici, différentes colonnes. La première colonne, c'est les individus et les ménages. Vous voyez que plusieurs modules d'adaptation sont prises par les individus et les ménages. Dans une moindre mesure aussi, la société civile, le gouvernement. Mais on voit que pour le secteur privé, donc secteur privé à but lucratif, donc il y a peu d'adaptation, il y a peu de mesures d'adaptation liées au secteur de l'eau. Suivant. En fait, là, c'est juste pour dire que, bon, on a vu qu'il y a des mesures d'adaptation liées à l'eau, ça présente des avantages, mais qu'en fait, il y a des risques, on dit risques résiduels, donc ça ne suffit pas. Et que dans les pays du Sud, les avantages de l'adaptation sont liés plus à l'économie, aux moyens de subsistance, alors que dans les pays du Nord, il y a des avantages de l'adaptation qui comprennent également les mesures liées à la protection de l'environnement. Suivant. Et ça, c'est un message, je pense, important qui va au-delà du secteur de l'eau. C'est pour montrer que le 6e rapport
les rapports du 6e cycle du GIEC montrent qu'il y a des preuves scientifiques sur le changement climatique, c'est sans équivoque, et que le changement climatique est une menace pour le bien-être humain et la santé de la planète, et que tout retard supplémentaire dans l'action mondiale concertée fera passer à côté la brève fenêtre qui va se refermer, qui pourrait se refermer rapidement si rien n'est pris comme action. En fait, nous nous acheminons vers la COP27 en Égypte et nous devons plus que jamais agir au plus tôt, sachant que la fenêtre d'opportunité qui s'ouvre à nous est très courte et qu'il faut que nous passions à ce qu'on appelle le net zéro. Le net zéro, c'est-à-dire global, c'est-à-dire que les sources d'émissions des gaz à effet de serre sont équilibrées par les puits, c'est-à-dire que ce qui est émis est équilibré par ce qui est absorbé, que ce soit par les forêts, ainsi de suite. Donc, on sait que l'Afrique aspire à se développer, mais peut le faire aussi avec des technologies propres. Ici, on n'a pas parlé du rapport du 3e groupe, mais dans ce rapport, on montre qu'il y a des technologies propres, il y a des solutions qui existent pour mettre en place des mesures d'accès, par exemple, à l'énergie. On sait que c'est un gros problème en Afrique, mais propre. De notre côté également, nous avons vu qu'il y a des impacts du changement climatique, notamment sur le secteur de l'eau, et que ces impacts sont déjà là, visibles, attribués au changement climatique. Il y a également des risques futurs, selon le modèle d'émission, du scénario qu'on va adopter, et qu'il y a aussi des risques pour lesquels, quel que soit le modèle, ils seront là, par exemple l'élévation du niveau de la mer. Donc, nous avons déjà les impacts et il faut dès maintenant penser à des mesures d'adaptation. Certes, on a vu qu'il y a des mesures d'adaptation, notamment dans le secteur de l'eau, mais souvent, même surtout pour l'Afrique, ce sont des mesures qu'on peut qualifier d'incrémentales. Je pense que ce qu'il faut pour le changement climatique, c'est des mesures transformationnelles. Et pour cela, il faut tous les éléments de la société, que ce soit le gouvernement, les communautés, la société civile, le secteur privé. Et il faut également mettre en place surtout des politiques d'action climatique qui sont basées, parce qu'il y a des politiques ici par là, mais il faut que ces politiques soient basées sur des éléments scientifiques et également sur le savoir endogène. Et on voit que pour tout cela, il faut des financements. Et je pense que les financements seront vraiment au cœur des négociations en Afrique. Des financements notamment pour les pays vulnérables, notamment pour les pays qui n'ont pas contribué au changement climatique, mais qui subissent de plein fouet les effets du changement climatique. Je rappelle que 100 milliards de dollars par an étaient prévus pour les pays en développement, notamment pour les pays africains, et que ces engagements n'ont pas été respectés jusqu'à maintenant. Suivant, juste pour terminer, que voilà, c'est pour dire juste que notre climat futur dépend des décisions que nous prenons maintenant, tous, globalement, en tant que peuple de l'humanité. Je termine par là. Je vous remercie pour votre attention. Là, c'est juste des liens que j'ai laissés pour dire qu'il y a un atlas aussi interactif. Ça, c'est une nouveauté dans le 6e rapport. Donc, vous pouvez y accéder, regarder ce qui se passe pour votre région d'intérêt. Également, ça, c'est pour montrer un peu les différentes sous-régions qui ont été considérées dans ce rapport. Il y a également des fiches factuelles que vous pouvez consulter pour chaque région. Il y a une fiche factuelle pour l'Afrique également. Donc, les liens sont disponibles. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr. Aïda Diong. Donc, on va ouvrir les débats pour ceux qui ont des questions ou des commentaires sur ce qu'elle vient de nous présenter. Vous pouvez prendre la parole. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Oui. Oui, bonsoir madame. Moi, c'est Corneille Aïssé, correspondant de Africa Radio au Bénin. La transition écologique dans le domaine de la gestion de l'eau, j'aimerais que vous reveniez un peu sur
les types d'emplois verts que cela peut créer? Et est-ce que cela pourrait constituer une solution à la question du chômage en Afrique? D'accord, je pense que comment on procède? Est-ce qu'on prend un certain nombre de questions? Pouvez-vous répondre directement? D'accord. Ouais. Donc, vous parliez de, si je comprends bien, c'est notre collègue du Bénin, si j'ai bien retenu parce que ce n'était pas clair, la ligne. Donc, vous parlez de transition écologique. Est-ce que considérer les types d'emplois verts ne serait pas une possibilité, je pense que ce que j'ai entendu, ou ne serait pas bénéfique pour le changement climatique? Madame, c'est bien cela. D'accord. C'est vrai que, bon, transition écologique englobe beaucoup de choses, hein. C'est vraiment transition vers une économie plus verte, donc qui tient compte également de la nature. Et effectivement, je n'ai pas travaillé sur cela directement, mais c'est clair que il y a beaucoup de possibilités qu'offre la nature. Donc, des emplois verts. Si on prend par exemple le domaine de la reforestation, il y a beaucoup d'emplois verts que cela peut générer. Également, même parce qu'on sait qu'également les populations, les communautés aussi ont besoin de trouver des moyens de subsistance et qu'en impliquant les communautés, on peut également exploiter les ressources, par exemple forestières, de manière durable, donc en créant des emplois verts, en regardant comment on peut exploiter les ressources, comment on peut transformer des ressources pour avoir des moyens de subsistance pour les communautés, mais tout ça dans le respect de la nature, en tenant compte du changement climatique. Ça, c'est un exemple, mais également d'autres exemples d'emplois verts aussi existent dans d'autres domaines, que ce soit pour les énergies renouvelables. Donc, c'est une niche d'emploi, mais il faudrait peut-être changer de paradigme en se disant qu'il faut aller vers la croissance verte. Donc, comment les pays africains vont faire pour mettre plus la croissance verte au cœur du développement. Ça aussi, c'est important, c'est un autre débat. On va prendre l'autre question. Allez-y. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Moi, c'est Amirou Traoré, voilà, Amirou Traoré du Burkina Faso. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui des limites un peu de la Convention cadre des Nations Unies qui, je crois, prévoit aussi la question des adaptations? Parce que ce qu'on constate sur le terrain, d'un côté, on essaie de minimiser les risques liés à la question des changements climatiques, mais dans un autre sens aussi, on pollue énormément ce qui reste. Quand on regarde aussi, je crois qu'il y avait une convention qui était en train d'être prise au niveau des pollutions. Les pays africains se sont fâchés, ils sont venus faire une nouvelle convention, qui est la convention de Bamako, sauf que beaucoup n'ont pas adhéré à cette convention. Est-ce que finalement, les questions pratiques sur le terrain qui polluent énormément de l'eau ne va pas annihiler les efforts qu'on fait pour s'adapter sur les questions du changement climatique? Et je mets un lien aussi avec la dernière question, on voudrait que vous nous dites clairement comment on s'adapte dans le secteur de l'accès à l'eau et à l'assainissement face à la crise climatique. C'était mes questions, merci. Merci beaucoup, M. Traoré. Bon, la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, donc, elle a été mise en place compte tenu du fait que le changement climatique, ce n'est plus seulement une question de scientifique, c'est aussi une question qui est éminemment politique, c'est une question de diplomatie. Donc, le GIEC, ce que nous faisons, le GIEC fournit des informations qui sont prises en compte dans les négociations, aussi bien à la Convention cadre des Nations Unies, mais également qui peuvent être également prises en compte par les gouvernements et d'autres parts de la société pour mettre en place des politiques. Donc, ceci étant, vous avez parlé de la pollution. Donc, la pollution, c'est un autre aspect. Donc, il y a la pollution des nappes, la pollution de l'eau. Ça rapporte plus avec la qualité de l'eau. Dans le GIEC, nous n'avons pas traité de la pollution de l'eau. Mais par contre, la pollution atmosphérique, par exemple, on sait que la pollution atmosphérique et la lutte contre le changement climatique
doivent aller, en fait, main dans la main, parce que pour lutter contre les deux de manière coordonnée, pour que ce soit bénéfique, on sait que, par exemple, ce qu'on appelle le méthane, c'est aussi un gaz à effet de serre, donc qui reste peut-être dans l'atmosphère une dizaine d'années, mais qui a une capacité de réchauffer l'atmosphère plus importante que le CO2, et que le méthane également est lié beaucoup à la pollution atmosphérique. Il y a des précurseurs qui sont liés à la pollution atmosphérique. Donc, lutter contre la pollution peut être aussi bénéfique pour le changement climatique, notamment dans le moyen terme, dans le court terme, si on veut réduire le réchauffement pour les années à venir. Si je donnais quelques éléments de réponse, vous avez parlé également comment on peut s'adapter par rapport à l'eau et à l'assainissement. Bon, vous savez, l'adaptation est une question locale. Ça dépend un peu parce que on voit que pour certaines régions du monde, c'est un trop plein d'eau. Pour d'autres, il n'y a pas assez d'eau. Pour d'autres, c'est les deux à la fois, selon les saisons. Et que, compte tenu de tout cela, l'adaptation doit être pensée de manière locale. Mais c'est sûr que, bon, il y a un moyen d'adaptation aussi qui est souvent utilisé, c'est l'irrigation. Mais là également, je donne un message, l'irrigation, il faut faire très attention parce que l'irrigation des saisons sèches aussi peut constituer ce qu'on appelle la maladaptation. Donc, je pense que adaptation, c'est vraiment voir les usages, les différents usages de l'eau dans la région considérée, voir quelles sont les politiques qu'il faut mettre en place, quels sont les systèmes de gouvernance de l'eau qu'il faut mettre en place, comment mieux traiter les eaux usées. Là, on met l'adaptation avec le manque d'eau pour des usages, par exemple, pour le maraîchage, pour l'agriculture, utiliser les eaux usées, comment recueillir les eaux de pluie qui ruissellent et vont parfois en mer ou vont créer de l'inondation, essayer de voir comment on peut tourner ces problèmes en opportunités. Mais bon, j'avoue que ce n'est pas facile. Mais il faut commencer à mettre en place ces mesures d'adaptation, mais de manière transformationnelle. Merci, docteur Diangouna, pour sa réponse. Mais docteur, malgré vos rapports alarmants publiés presque chaque année et malgré vos preuves scientifiques, il existe toujours des climato-sceptiques. Est-ce que vous avez un message à leur endroit? Oui, je pense que ce rapport-là, ce dernier rapport, a montré encore plus de preuves que le changement climatique existe. Certains, souvent les climato-sceptiques, parlent du soleil, mais ce rapport a montré que les variations parle des variations du système solaire pour dire que voilà, c'est lié aux variations du système solaire, l'excès de chaleur qu'on a. Mais ce rapport a montré qu'au contraire, il y a une petite baisse même de l'énergie solaire qu'on a reçue, mais vraiment epsilonique. Et que dans le passé, certains aussi vont dire que dans le passé, on a eu des changements. Effectivement, le climat est variable, mais les changements qu'on a eus depuis les années 1850, depuis l'ère industrielle, sont des changements rapides qui considèrent toutes les régions du monde. En fait, ce sont des changements qui sont sans précédent. Je pense que ce rapport-là fournit beaucoup de preuves et qu'également, dans les rapports précédents, ce qui avait été même mentionné comme crainte sont en train de se réaliser. On voit même aujourd'hui, j'écoutais à la radio qu'il y a pas mal d'incendies dans la zone méditerranéenne. Les premiers rapports du GIEC depuis 1990, on parlait de ces phénomènes, mais on ne pensait même pas les voir aussitôt. Donc, voilà le message que je donne. Tous les éléments de preuve sont là. Donc, vraiment, il n'y a plus aucun doute que le changement auquel nous assistons est d'origine anthropique, d'origine humaine. Merci beaucoup, Madame Diop. Bon, Monsieur Thierry. Juste, merci beaucoup, Madame Diop. Je pense que le modérateur vient de poser une question très pertinente par rapport aux climato-sceptiques. C'est pourquoi nous avons cet atelier. Parce qu'il faut traduire les informations, les analyses et les publications scientifiques en des messages très simples. On le dit souvent politiquement communicables.
Vous voyez, vous, en tant que journaliste, vous devez jouer le rôle de knowledge broker, c'est ce qu'on dit. Le docteur vous a présenté des trucs très brillants. Elle continuera par l'expliquer, mais c'est à vous de vous approprier de cela et de diffuser ça autrement. En utilisant tous les canaux dans les langues nationales, à travers la culture. C'est-à-dire qu'il faut que cela s'intensifie. J'ai échangé avec les organisateurs pour lui dire que ça, c'est une opportunité, mais on ne doit pas s'arrêter là. Parce qu'on l'a fait dans le secteur des sciences et technologies et de l'innovation. Lorsque, au niveau de la Commission économique des Nations Unies, on faisait beaucoup de politique. Donc, on était des techniciens, on croyait, on se parlait à nous-mêmes. Et pour permettre au pays de s'approprier de ces politiques et stratégies en sciences et technologies, en innovation, nous avons créé des réseaux des journalistes en TIC, en sciences et technologies, en innovation. Et on lançait des prix des meilleurs articles scientifiques en sciences et technologies, en innovation, pour diffuser l'information selon les politiques et ce dont on a besoin pour mettre en œuvre ces politiques et stratégies. Je pense que nous allons continuer la même chose dans ce secteur. Il faudra, ce n'est pas ce petit groupe, mais une masse critique de journalistes pour informer, éduquer, communiquer, sensibiliser, sans trop gêner. On est quand même 600 dans le réseau. Il dit qu'on est 600. Parce que, non, mais le problème, c'est que, vous voyez, les scientifiques, le GIEC, toutes ces publications sont là. Maintenant, il faut extraire de ces publications les messages que vous allez communiquer. Donc, je vous l'ai dit, on l'a fait dans les sciences et technologies. Non seulement on l'a fait avec les journalistes, on est allé juste vers les parlementaires. On a créé au niveau, au sein des parlements, des comités spécifiques pour débattre de ces questions. Donc, vous voyez, donc, vraiment, la balle est dans votre camp. Une semence vient d'être faite. Il faut voir porter les fruits à travers beaucoup de publications. Mais ne gênez pas trop les politiciens, sinon ils vont vous arrêter. Ils vont arrêter votre mouvement. Mais il faut parler. Je vous remercie. Bon, là, Charles peut ajouter quelque chose. Oui, merci. Charles Fay du groupe Futur Média, aussi fondateur de maderpost.com et Madère TV, qui est un groupe digital. Mais j'aimerais revenir un peu sur ce qui a été dit. Pour avoir été, je suis directeur de l'édition du groupe Futur Média, ça veut dire que toutes les éditions, nous avons une télévision, ça s'appelle TFM, RFM, L'Observateur et IGFM, dont je suis le directeur de toutes les éditions. Et pour avoir été aussi directeur en stratégie et développement du groupe Futur Média, et pour avoir fait un certain nombre de choses depuis 32 ans dans le journalisme. Alors, ce que je vais dire assez souvent, c'est qu'on pense qu'en créant des réseaux de journalistes, on a réglé le problème. Non, c'est en travaillant avec les titres, les organes. Les véritables partenaires, ce sont les organes. Parce que les organes, justement, c'est eux qui ont, d'abord, il faut savoir que la rédaction a toute la légitimité. Un journaliste peut partir sur le terrain, mais c'est la rédaction qui décide de la publication, de la diffusion de l'information. Et assez souvent, nous cherchons ce qu'on appelle excusez du terme, des papiers sexy, quoi, des papiers qui vendent. Alors, par contre, s'il y a des relations qui sont faites directement avec les organes, ça veut dire avec le top management, à partir de ce moment-là, on crée le link du partenariat. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons des sites, de plus en plus de sites, on aura de moins en moins de papiers, mais pour envoyer un journaliste aller faire un travail à Sokone ou aller, je veux dire, dans la langue de Barbarie pour voir la question d'eau, il faut qu'il parte par voiture, il faut qu'il passe un séjour hôtelier, il faut qu'il mange, il faut qu'il puisse se déplacer. S'il n'y a pas de partenariat en amont avec le titre, c'est même pas la peine de penser à cela. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est ça que je dis depuis plus de 20 ans, et assez souvent, et ça explique que les politiciens qui, eux, par contre, le monde politique qui a compris la problématique va discuter directement, non pas avec le journaliste, mais avec le propriétaire. Pire, il crée lui-même un journal à côté. Et donc, vous imaginez qu'on se retrouve avec des problèmes différents. Donc, pour moi, il faut impérativement discuter avec les organes, en faire des partenaires et réussir à avoir dans les pages ou sur les rubriques ou sur les sites en ligne
des rubriques environnement, des rubriques eau. Tant qu'on n'aura pas ça, on aura les journalistes propriétaires d'organes de presse. Donc, si on prend compte de cela, ça permet d'être beaucoup plus efficace. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Faye. Merci beaucoup, docteur Adel Diagoula, pour votre bonne intervention. Je pense que... Si vous permettez, je voulais en fait rebondir sur... Oui, si vous permettez. Monsieur Thierry qui parlait de... Je pense de création de réseau des journalistes. Bon, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit aussi avec monsieur Faye. Mais comme on parlait de renforcement des capacités, je pense que c'est un message aussi que je donne aux journalistes, c'est que aussi, il faut noter que l'Afrique n'a pas encore la masse critique pour travailler sur les évaluations du changement climatique au niveau de GIEC. Donc, c'est un appel également qu'on lance à qui de droit, en tout cas pour mettre en place les conditions qui permettent une meilleure participation des chercheurs africains. De toute manière, le mois prochain, on aura un atelier avec le GIEC ici au Sénégal et les médias également seront conviés. L'université sera partie prenante pour voir également au niveau national comment on peut créer une dynamique sur la recherche, sur la vulgarisation des résultats de recherche, sur la vulgarisation des évaluations du GIEC. Et que cette dynamique doit continuer. C'est vrai, c'est bien d'avoir des événements par-ci, par-là, mais il faudrait qu'il y ait une dynamique nationale qui puisse continuer. Et que pour terminer, personnellement, j'ai été un peu choquée même à la sortie des rapports du GIEC. Il y avait peu de journalistes africains qui s'étaient inscrits, en tout cas, pour relayer le rapport, pour parler du rapport. Aucun organe ne s'est inscrit, en tout cas au niveau national. Donc, pour montrer qu'il y a du travail à faire, mais ça doit être de manière continue. Également, bon, j'avais dit que c'était pour terminer. Un autre message que je lance également, c'est le problème de manque de données pour la recherche en Afrique. Lundi, j'avais montré que nous n'avions pas, par exemple, pu dégager des tendances sur les changements des extrêmes, des plus extrêmes en Afrique, bien qu'on sait que ça existe. C'est parce qu'il y a un manque de données. On ne peut pas suivre, on ne peut pas prévoir ou même suivre quelque chose qu'on n'a pas. Donc, les données, c'est également essentiel et qu'on voit que dans le continent, les systèmes d'observation, que ce soit pour l'eau, pour la température, sont en déclin. Ça coûte cher, mais ça relève également des missions régaliennes de l'État. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Adel Diagoula. Je pense que pour les présentations, c'est fini. Je vais donner au docteur Boubacar Barry le mot de la fin, celui qui va donner la conclusion. Et après, il y aura, je pense, entre nous, les présentations des journalistes. Docteur Barry. Oui, d'accord. Merci. Là, j'ai parlé au nom de Tobias, qui m'a pris par le collet en me demandant de faire un peu une synthèse de ce qui a été discuté. Je dois dire que je suis très ravi personnellement de la manière dont les échanges ont eu lieu et surtout la passion que vous avez manifestée pour l'intérêt des connaissances dans le domaine de l'eau. Pourquoi? Parce que ça fait quand même un peu plus de 40 ans que je tourne dans ce domaine-là, sur plusieurs continents, et presque je peux dire presque dans les 54 pays du continent, pour parler des questions d'eau. Et souvent, c'était pas de cette façon-là. On était entre nous, scientifiques, on parlait. Mais là, on parle avec des gens qui sont supposés et qui ont la capacité de relayer les messages. Et c'est très important. Nous sommes d'accord sur une chose, que l'eau est source de vie, que l'eau est la vie, autant pour nous autres humains que pour l'environnement, que l'eau est un facteur important pour le développement de nos pays. Nous sommes aussi d'accord que sans eau, nous ne pouvons rien faire et que nos pays ne pourront pas décoller. Nous sommes également d'accord que l'eau est un problème. L'eau peut
poser des questions, l'eau peut amener des conflits. Nous avons également discuté et donné des exemples sur vraiment la possibilité d'utiliser l'eau comme étant un facteur d'unition pour les différents peuples. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons parlé de l'hydrodiplomatie de manière générale. Certains, peut-être, ont découvert le terme, mais je les pousse à aller le creuser davantage. Car, si nous prenons ne serait-ce que dans la région sahélienne, nous avons pas mal de conflits qui sont liés à l'eau. Il n'y a pas très longtemps, si vous vous rappelez, entre mon cher pays, le Sénégal, et la Mauritanie, il y a eu un conflit sur le fleuve Sénégal. Mais ce qu'on n'a pas dit, et c'est ça qui est important, quelle que soit la tension qu'il y avait en 89 entre le Sénégal et la Mauritanie, l'OMVS a toujours continué à fonctionner. Les États se sont rendus compte de l'importance stratégique que ce fleuve-là jouait, et donc on est revenu vers l'essentiel. Entre le Burkina Faso et le Ghana, il y a eu risque de conflit à cause de la gestion du barrage de Bagré. Quand vous prenez le bassin de la Volta, quand vous pensez qu'un pays comme le Ghana tirait presque 90% de son électricité du barrage de Akosombo et que le niveau du lac est descendu au niveau le plus bas possible. Au lieu d'avoir 6 turbines qui tournaient, c'est une seule turbine qui tourne et les 2 autres turbines de pompe n'arrivaient même pas à fonctionner. Alors que c'est le Ghana qui donnait de l'électricité au Togo et au Bénin dans la même période. Vous imaginez, j'étais à Accra en 2007 quand nous avions 18 heures de coupure d'électricité par jour. Au point qu'il y a des jours où certains ont, d'autres n'ont pas l'électricité. Donc, c'est pour vous dire l'importance de l'eau. Mais l'importance de l'eau vient également dans la connaissance de la ressource. Nous avons essayé tant bien que mal de vous donner quelques idées sur comment faire pour avoir une idée précise sur la ressource, sur nos unités de mesure, pour que vous puissiez transmettre des messages très clairs. Certains d'entre vous aujourd'hui sauront c'est quoi un bassin versant, et que c'est un bassin versant qui est l'unité dans laquelle un hydrologue peut travailler. Je vous ai dit que l'eau ne connaît pas de frontières. Les frontières administratives dans nos pays, c'est fictif par rapport à la ressource en eau. En fait, c'est l'eau qui tombe à Dakar, qui tombe à Pékin, va aller à Kermassar. C'est un autre département et inonde ce département parce que l'eau ne connaît pas de frontières. C'est nous qui nous faisons des frontières artificielles. C'est ça la réalité. Nous avons également parlé de l'eau à usage économique par le biais de l'agriculture. Comment l'eau peut nous sortir de la pauvreté, comment l'eau peut nous sortir de l'absence de sécurité alimentaire. Comment peut-on utiliser cette eau pour faire non seulement une production agricole, mais celle-là même qui est saine et qui nous permet de vivre décemment. Parce que sans alimentation saine et sans eau de qualité, c'est des investissements à ne plus finir en matière de santé publique. Alors que nous avons des priorités dans tous les sens. La COVID est venue nous rappeler, et de la façon la plus claire, que quelle était la première ligne de défense? C'était se laver les mains. Et pour se laver les mains, il faut de l'eau. Et il faut de l'eau en qualité. Vous avez pu visiter un centre de traitement des eaux. Qu'est-ce que vous apprenez de ça? Une chose très simple. Les villes consomment de l'eau et produisent de l'eau. Elles produisent 80% des eaux qu'elles ont consommées, elles les rejettent. C'est ça la réalité. Que pouvons-nous faire de ça? Allons-nous laisser cette eau-là divaguer dans tous les sens? Non. Pouvons-nous la recycler? Nous avons essayé de vous donner des éléments dans ce sens. Peut-on la rendre potable? Oui. Si on a des problèmes, peut-être qu'on peut l'utiliser pour l'agriculture. Je vous remercie en vous disant, je vous ai rappelé
la première fois, pour vous dire une chose très importante, que rien ne se perd, tout se conserve. Nous devons être dans un cycle qui se soutient. Et le cycle de l'eau, il est là, on ne peut rien changer là-dedans. Nous ne pouvons que faire en sorte qu'il soit quelque part cassé à cause de notre intervention irrationnelle. La nature a besoin autant d'eau que nous avons besoin d'eau pour vivre. Vous l'avez vu hier, il me semble, vous avez visité Saumon, vous avez été dans un écosystème marin. L'interface entre le continent et l'océan, la mangrove. Cette mangrove-là qui peuplait depuis Saint-Louis jusqu'au golfe de Guinée et qui a disparu presque partout et qui nous cause aujourd'hui d'énormes problèmes, des sols acidifiés. Je disais à certains d'entre vous que les sols sur lesquels vous étiez, sur les sols parasulfato-acides, c'est les sols qui ont un pH neutre, c'est-à-dire 7. Demain, vous essayez de les drainer, de les acheter pour faire de l'agriculture, le pH devient 1,9. 1,9 veut dire quoi? C'est du vinaigre. Est-ce que vous pouvez arroser une plante avec du vinaigre? La question c'est non. Donc nous devons faire en sorte que cet équilibre si fragile, que nous puissions la maintenir pour le bien commun de l'humanité. Je vais conclure juste avec un point, parce que je me rends compte que j'avais un papier que j'avais écrit, et à la fin, je me posais une question. C'est cette question-là que je veux partager avec vous, et peut-être. Donc, je voudrais terminer mes propos par une simple adresse à nous tous ici. Ne devons-nous pas repenser la sécurité de l'eau dans une optique d'économie circulaire, fournissant ainsi des services de manière plus durable, inclusive, efficace et résiliente? Je vous remercie. Julien, c'est qui, hein? Merci beaucoup, Dr. Barry, pour cette brillante conclusion. Nous remercions aussi tous les participants, les journalistes pour leur disponibilité, parce que 5 jours, ce n'était pas évident. C'était une forme de session intensive. Nous remercions aussi tous les partenaires d'Africa 21 et l'équipe, M. Mamadou Diop, Dr. Mamadou Diop, hein, si humble, il est docteur aussi, Julien, lui aussi qui a vraiment fait énormément de sacrifices pour que cet événement puisse se tenir aujourd'hui. Tobias, je le disais l'autre jour, il est aussi l'un des architectes de cette rencontre. Donc, merci beaucoup. Julien, est-ce que vous avez... Julien, est-ce que vous pouvez dire un mot? John. Ça va. Julien, à la séance où les journalistes vont pouvoir présenter les travaux et de savoir qu'ils ont pu accumuler durant la semaine et comment savoir va être utilisé dans les ateliers. En tout cas, je tenais à remercier l'ensemble des partenaires et en premier lieu l'UNECA qui nous a accueillis pour cette manifestation, ainsi que tous les experts qui ont bien voulu se mettre à disposition et partager leur savoir et vulgariser durant la semaine entière. Et puis, à titre personnel, ça faisait déjà quasiment 2 ans et demi, 3 ans qu'on n'arrivait pas, à cause du Covid, à organiser des choses à l'extérieur. Donc, c'était un vrai soulagement. Et ça restera un souvenir éternel dans mon cœur d'être venu au Sénégal pour cette session. Je vous remercie. Ok, juste donc au nom du bureau du Sénégal, hein, parce que je pense que pour les journalistes, on va continuer, mais surtout pour les invités et autres, peut-être aussi ceux qui sont en ligne. Donc, je voudrais aussi remercier vraiment pour la réussite de cette journée. Ce n'était pas évident, mais je pense que si nous en sommes arrivés là aussi, c'est le concours de tout le monde. Et commencer notamment par le Dr. Barry, le doyen, je veux dire, je pense qu'il a donné une dimension quand même, je n'ai même pas les mots, je pense que c'est une dimension très, très, très encourageante internationale à ces ateliers. Nous avons beaucoup appris, je pense que même dans les domaines dans lesquels nous travaillons tous, avec M. Barry, je pense qu'on apprend aussi un peu de façon très pédagogique, donc nous avons retenu.
Je vais parler aussi de de Thierry et tous ces gens-là aussi qui ont intervenu début sur la liste, mais vraiment aussi qui mentionne. Je pense que tout le monde connaît aussi M. Chab. En tout cas, merci aussi beaucoup pour votre présence et que aussi Africa 21 est tout à fait disponible. S'il y a aussi quelques collaborations en tout cas, qui vous intéresseraient. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut libérer nos invités. Ouais, M. Thierry, voilà, qui nous a l'idée possible, vraiment. Non, non, c'est pas pour clôturer la réunion, mais c'est pour vous dire félicitations. Mais c'est, comme je l'ai dit, c'est une semence qui a démarré. Une fois retourné chez vous, vous devez être des ambassadeurs de cette cause. Des ambassadeurs, vraiment, véritables ambassadeurs pour travailler avec les maisons de presse, comme l'a dit mon ami Tobias. Mais il faut qu'on aille au résultat, quoi. Il faut jouer le rôle. C'est juste, comment on va, we say in English, a journey. C'est un voyage qui a démarré et ça ne s'arrête pas ici, mais il faut que vous puissiez effectivement jouer le rôle pour lequel vous êtes arrivé ici. Donc, c'est un processus qui a démarré, mais dites-vous que ça doit se poursuivre et que toujours est-il qu'il faut communiquer en vous, il faut développer même des plateformes à travers les plateformes des organisateurs pour échanger. Il faut travailler, il faut y aller. Et sur le terrain, il faut qu'on sente que vraiment, vous jouez vraiment ce rôle d'ambassadeur dont je viens de parler. Donc, je vous souhaite vraiment, je vous dis encore une fois, félicitations. Félicitations pour les organisateurs. Et c'est quelque chose qui doit se faire, qui doit continuer, qui doit être consolidé, renforcé. On en a besoin, pas juste pour l'eau, mais pour les ODD en général. Donc, je vous souhaite à vous tous, avant de partir, bon retour chez vous. Il reste quelques heures. Vous pouvez toujours visiter les coins et recoins du pays de la Teranga. Il faut avoir cette opportunité. Donc, je vous remercie. Merci. C'était un plaisir pour nous de vous abriter ici à l'Institut africain de développement économique et de la planification. C'est votre maison. Elle est ici depuis 1962, créée par l'Assemblée générale des Nations unies et puis gracieusement abritée par le gouvernement sénégalais. Donc, on est dans les immeubles du gouvernement sénégalais. Et d'ici là, nous allons nous déplacer à Diamniadio, encore sous les gracieuses, comment l'appelle-t-on, du gouvernement, les grâces du gouvernement sénégalais, je veux le dire. Donc, si vous êtes chez vous, je vous remercie. C'est pas qu'on vous a donné, on a fait quelque chose de possible, mais on a partagé ce qui est à nous tous. Et bon retour chez vous. Merci. Merci. Je profite d'un dernier moment pour faire une annonce aussi. On a encore des ateliers de prévus cette année. On a encore de nombreuses activités, y compris avec d'autres partenaires, des conférences de presse, des événements spéciaux, des délégations de journalistes. Et on a prévu avec Tobias de faire une annonce prochainement dans le cadre du communiqué de presse qui sera diffusé probablement dimanche ou lundi par rapport à la suite à donner sur la problématique de l'eau. Merci bien à tous. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Aïda. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à tous. Au revoir. Je pense que, bon, on peut libérer nos invités. Nous avons une conférence de rédaction. Merci. Et je voulais juste dire que c'est toujours enrichissant d'être dans un atelier avec Dr. Barry. Donc, je le salue au passage. Je n'avais pas noté que c'était lui, le Barry que je connaissais. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci à vous aussi. Hein. Merci bien. OK.